Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un film indépendant que vous risquez de ne pas pouvoir voir en salle malheureusement tellement il sort dans un cadre de salle réduit. Keviva Eisenstein de Peter Greenaway. L'histoire, on est en 1931, Eisenstein est au sommet de sa carrière, il est éconduit par Hollywood et l'URSS cherche absolument à le faire revenir dans le pays, mais il va se barrer au Mexique, dans la petite ville de Guanajuato, où il va essayer de tourner son dernier long métrage, Que Viva Mexico. Et voilà, on va le suivre durant son étape de production qui a été tumultueuse et qui lui a révélé plein de choses, notamment qui lui a confirmé son homosexualité et plein d'autres choses. C'est un film qui brasse énormément de sujets, de toute façon, qui vivait Eisenstein. Là, le résumé ne montre que la surface immergée de l'iceberg, mais le dessous par rapport au-dessus, il est comme ça, il est monstrueux. L'ambiguïté et l'extravagance au niveau thématique du récit que cherche à nous faire Peter Greenaway est absolument folle. Peter Greenaway, c'est un réalisateur anglais, ça fait un bon petit moment quand même qu'il officie, ça va faire quasiment 40 ans. Entre les courts-métrages et les grosses productions. Il est surtout connu pour avoir réalisé Meurtre dans un jardin anglais. Dernièrement, ou en tout cas l'année dernière on peut même dire, il avait réalisé Goltzius et la compagnie du Pélican, qui était un vrai pari technique, qui n'était pas forcément une grande réussite ou un film qui emportait tout sur son passage, mais qui avait au moins l'extravagance de vouloir tenter quelque chose techniquement. Pour le coup, c'était ultra ambitieux, mais c'était ultra complexe à aborder au niveau des thématiques. Il s'est un petit peu calmé avec Keviva Eisenstein, c'est clair et net. Avec ce film, c'est beaucoup moins ambitieux que Goltzius, mais ça reste tout de même très complexe et très on va dire personnel dans sa manière de concevoir une narration cinématographique. Parce que Greenaway aime beaucoup expérimenter les narrations cinématographiques. C'est d'abord quelqu'un qui est très influencé par la peinture, et là pour le coup il se détache complètement de ça, puisque même si Eisenstein a été beaucoup influencé par la peinture, comme on le voit dans le film, c'est un film qui parle avant tout de cinéma. Et quoi de plus compliqué pour un auteur de cinéma que de parler d'un autre auteur de cinéma qui l'a forcément influencé. C'est chose faite, mais c'est encore très compliqué de la part de Greenaway de faire quelque chose de simple. Greenaway a besoin de brasser énormément de thématiques, de brasser énormément de personnages, de brasser énormément de complexité dramaturgique et caractérielle au niveau de ses protagonistes. Et là, ça se ressent de manière mais complètement viscérale dans son métrage. Du début à la fin, on se pose 1000 questions. Et 1000 questions, c'est le minimum syndical, parce que s'il y a 2000, ça ne serait pas étonnant du tout. Parce que ce film fait beaucoup de choses en très peu de temps. Au niveau du scénario, écrit donc par Greenaway seul, on a une vraie élaboration de la thématique sur l'auteur et son œuvre. Qu'est-ce que l'auteur a à voir avec son œuvre? Est-ce que l'auteur est le symbole de son œuvre? C'est ultra compliqué comme sujet, et Greenaway le fait avec plutôt une bonne subtilité, parce que c'est vrai que sur le papier ça semble très lourdingue et pas du tout facile à maîtriser, mais il y a une vraie maîtrise de la part de Greenaway au niveau de ces thématiques là. C'est très subtil la manière dont il aborde ça. Il arrive à le faire notamment en créant un personnage de Eisenstein qui ne vous semblera pas du tout proche de la vision réaliste que l'on a d'Eisenstein, qui est une vision fantasmée. Il s'en cache jamais, Greenaway, ça se voit du début à la fin. C'est une vision fantasmée de Eisenstein, c'est une vision d'un fou de cinéma, d'un déjanté, d'un fou amoureux de la vie, d'un fou amoureux du cinéma, d'un fou amoureux de l'action, du dialogue, enfin de tout. C'est un amoureux de tout. Ici, Eisenstein, Greenaway l'a conçu comme un vrai personnage de cinéma, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. C'est un vrai personnage de cinéma. C'est un personnage de cinéma dans le sens où il est extravagant, où il en fait des caisses, où il a une coupe de cheveux complètement surréaliste qu'Eisenstein n'aurait même pas osé faire tellement elle est énormissime. Eisenstein était connu pour avoir une coupe un peu à la Einstein. Là, c'est puissance 10, quoi. C'est une espèce de coupe afro, mais version russe. Enfin, c'est juste fou. Que ce soit ça, que ce soit cette tenue blanche dans laquelle il se balade tout le temps, que ce soit sa manière de concevoir sa relation, c'est fou. La manière dont il a réussi à concevoir le personnage, il le fait avec beaucoup de subtilité. Une thématique qui aurait pu faire peur. Ça, c'est clair et net, qui aurait pu vraiment foutre les jetons dans la manière dont Greenaway aurait pu l'aborder, mais qui arrive toujours à faire avec beaucoup de subtilité. Il a toujours été très bon de ce point de vue-là. C'est l'homosexualité d'Eisenstein, qui a toujours été un problème, qui lorsqu'il était en Russie, a failli le faire condamner, qu'il l'a condamné d'ailleurs. Il a été accusé de sodomie au premier degré, qui aurait pu croire que c'était un péché. Mais voilà,
on va dire qu'il l'aborde avec beaucoup de subtilité, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Et heureusement que c'est Greenaway d'ailleurs qui l'aborde, parce que Greenaway est vraiment très, très subtil la manière de l'aborder, les ambiguïtés sexuelles de ces personnages. Vous voyez, dans Goltzius, pour ceux qui l'ont vu, il y avait énormément de complexité au niveau des sexualités de tous les personnages. Mais vraiment de tous les personnages. C'était absolument fou. C'était absolument dingue. Là, c'est beaucoup plus subtil, résultat, mais c'est toujours aussi intense, c'est toujours aussi impressionnant de voir à quel point il cherche à traiter l'homosexualité, mais toujours en le faisant avec nuance, en le faisant avec élégance, en faisant jamais en sorte que ça soit quelque chose voilà, de grossier. C'est toujours fait avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion. Et là, la manière dont elle est amenée, c'est vraiment subtil. C'est con à dire, mais ça passe comme une lettre à la poste. Au niveau de la mise en scène, alors là, Greenaway, c'est un plasticien de fou. C'est un plasticien de fou parce que dans Goltzius, on va dire, toujours pour prendre son exemple le plus récent, dans Goltzius, il avait cette idée de se servir du décor et d'utiliser ces décors comme de quelque chose qui sortait du temps, mais qui en même temps servait une action qui était temporalisée. Dans le sens où il tournait dans des grands hangars faits de tôle et de métaux, mais il essayait de nous faire passer ça pour une période entre 1300 et 1400, c'est-à-dire une période de Renaissance, ce qui était un parti pris. Là, pour le coup, c'était ultra ambitieux, mais pour le coup, voilà, il posait ses cadres et il faisait évoluer ses personnages au sein même, et il travaillait vraiment la plastique du cadre à l'intérieur de celui-ci. Là, c'est dans le mouvement que tout se ressent. C'est dans la manière dont il conçoit ses mouvements de caméra et ses mouvements de scénographie au niveau des personnages que Greenaway est ultra ambitieux. Il suffit de voir une séquence, mais une seule. C'est une séquence de repas où Eisenstein va péter un câble parce qu'il va refuser qu'on lui dise « t'as tant de temps, il te reste tant de temps, t'as fait tant de bobines, c'est pas normal, faut que tu fasses ça plus vite ». Il va y avoir un jeu où techniquement c'est un plan séquence, mais c'est impossible. Mais techniquement c'est un plan séquence, mais c'est un plan séquence qui va changer, on va dire, de degré, qui va passer par stade de 90 degrés quasiment à chaque changement d'action. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de l'action qui va être filmée en travelling horizontal. Ça va se déplacer, et on va avoir la sensation que ça va continuer à se déplacer sur une ligne droite, alors qu'en fait, tout d'un coup, c'est comme si on faisait un angle, pouf, 90 degrés. Comme si la caméra, hop, elle faisait un gros revirement, parce qu'on change complètement d'angle. Par exemple, on est sur le côté de Eisenstein, on passe de dos. Puis ensuite, ça va avancer un petit peu, puis hop, on va passer à nouveau de côté, mais de l'autre côté. Puis ensuite, hop, on va passer en face de lui. Et ainsi de suite, c'est super intelligent, c'est vraiment très très bien amené, ça va mettre beaucoup de subtilité, ça montre l'énergie du personnage, le fait qu'il était constamment dans le mouvement, le fait qu'il était constamment dans la réflexion, constamment dans le côté vraiment... tout se joue sur l'instant, tout est sur le qui-vive. Enfin, c'est vraiment superbe comme plan. Un autre plan qui est vraiment impressionnant comme ça, c'est une grande ronde qu'il va faire autour du lit de Eisenstein dans son hôtel, alors qu'il y a une de ses amies qui est une des coproductrices qui vient lui demander de se dépêcher. Pareil, la caméra va tourner, va porter tellement de rythme, l'action va être dynamisée, tellement dynamisée. Pareil, il y a un autre pas tout en haut d'une tour du guide de Eisenstein. La caméra tourne, mais à chaque fois c'est toujours avec subtilité, c'est avec inventivité, c'est avec élégance que nous fait ça Greenaway. Enfin, c'est juste fou. C'est juste fou d'arriver à faire des mouvements de caméra qui traduisent autant les émotions des personnages. Ça se ressent du début à la fin et c'est juste dingue. Au niveau du casting, alors forcément il y en a un qu'on retient plus que les autres, c'est Elmer Bach, l'interprète d'Eisenstein. Rapidement, Luis Alberti, celui qui campe le personnage donc du guide, qui est Palomino, il est très bien, il est vraiment excellent lui aussi, beaucoup de subtilité, beaucoup d'élégance dans l'interprétation de son personnage, très touchant aussi, c'est pas forcément évident avec ce genre de personnage, on va dire un guide secondaire, mais il est vraiment très très bon. Mais donc celui qu'on retient, c'est Elmer Bach. Elmer Bach, il est juste fou cet acteur. Il campe Eisenstein avec une grâce de chaque instant. C'est un truc de dingue, mais à chaque instant, il est possédé par le personnage. Lorsqu'on arrive à la fin du film, on a eu la sensation avant tout de voir un acteur prendre possession d'une icône du cinéma. C'est absolument dingue, mais voilà, il le prend à bras le corps, il en fait ce qu'il veut. Ok, peut-être que ça ressemble pas du tout à ce qu'on imagine de Eisenstein ou à ce qu'il était réellement, mais on y croit à mort. On a envie de se dire, ok, ça c'est un Eisenstein, auquel je veux bien croire. Et c'est juste fou de voir des acteurs comme ça se mettre à bras le corps dans des personnages qui sont assez fous, assez outranciers, et ouais, ça rend vraiment bien. Donc voilà, ce film Qui viva Eisenstein, c'est un film qui est quand même compliqué, il faut être honnête. C'est un film qui semble très autoriste, qui a des thématiques qui sont très fermées, qui peut vraiment vous perdre, dans le sens où il y a des moments où vous allez vraiment vous demander qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce qui s'est passé, depuis combien de temps, pourquoi il fait ça.
Mais au fond, ça dégage tellement de réflexion, c'est tellement un regard tendre que porte Greenaway sur Eisenstein, c'est tellement un regard fascinant aussi qu'il a sur lui, que ça remporte vraiment une partie, on va dire, plutôt une partie des doutes qu'on peut avoir sur le film, et ça arrive à rattraper quelques erreurs qui tout de même sont assez gênantes au niveau de la composition, on va dire, scripturale et métaphorique du film. Mais voilà, Elmer Bach est tellement bon que voilà, on retient que ça quasiment à la fin du film. Donc ouais, Qui viva Eisenstein de Peter Greenaway, allez le voir. S'il passe pas loin de chez vous, résultat. Seulement s'il passe pas loin de chez vous, parce que ça sera compliqué sinon. Mais allez le voir, ça vaut le coup. A plus!